Aviez-vous déjà remarqué qu'on retrouve toujours le même nom au générique de tous les films Batman? Que ce soit sur le tout dernier film en date, The Batman, sur le film Joker, Batman v Superman, The Dark Knight, même Lego Batman Movie, ou encore Batman et les Tortues Ninja. Cette mystérieuse personne, Michael Uslan, n'est pas le créateur de Batman. Et pourtant, Michael est le responsable de l'arrivée du super-héros sur grand écran. Mais malheureusement, il y a quelques années, il s'est fait voler Batman. Et le voleur est quelqu'un de bien connu à Hollywood. Je vous raconte. Bon, on va parler de l'une des fraudes les plus importantes et les plus graves d'Hollywood. Et c'est un truc dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Mais avant toute chose, il faut qu'on se penche sur l'incroyable histoire de Michael Uslan. Michael Uslan est un geek pur et dur. Il est passionné de comics depuis son enfance. Son super-héros préféré, c'est Batman, et son rêve, c'est de faire découvrir au monde le vrai potentiel de Batman, la noirceur du personnage, les enjeux et les thématiques hyper profondes de ses histoires. Dans les années 70, alors qu'il étudie à l'université d'Indiana, il va réussir à convaincre la direction d'organiser un cours sur l'histoire des comics. Il devient alors du jour au lendemain le tout premier professeur de comics de l'histoire. Mais il va pas en rester là. Il veut mettre le public au courant et il a une petite idée pour faire ça. Il va appeler United Press International. I got a reporter on the phone and proceeded to scream at him. I hear that there's a course on comic books being taught at Indiana University. Are you telling me as a taxpayer in this state they are using my money to teach our kids comic books? This is outrageous. This has got to be a communist plot to subvert the youth of America, and I slammed down the phone. Et quelques jours plus tard, la magie opère. Un article est publié qui est repris dans plein de journaux, et en très peu de temps, Michael va commencer à recevoir l'attention de la presse nationale. Il reçoit plein de coups de fil de journaux, de chaînes de TV, de radio, mais l'appel qui va vraiment le marquer, c'est celui de Stan Lee himself, qui le remercie en lui disant que ce qu'il est en train de faire va beaucoup aider l'industrie du comics. Et quelques heures plus tard, il va recevoir un coup de fil qui va changer sa vie. DC Comics lui propose un job à New York. Là-bas, il va rapidement se frayer un chemin pour devenir auteur de comics. Il commencera par écrire quelques comics The Shadow, et par la suite, il va écrire des numéros de Batman. À peine 21 ans, il a déjà réalisé son rêve. Il écrit des comics Batman pour DC Comics. Mais le souci, c'est que, vu que maintenant il a déjà accompli son rêve, il va falloir qu'il s'en trouve un nouveau. Comme je vous l'ai dit, Michael a toujours voulu faire découvrir Batman au grand public. Il a un souvenir assez douloureux de la série des années 60 qui tournait un peu trop le personnage en ridicule. Poor little buttercup. Rare, medium, well done. Sweet little buttercup. Oui, là, c'est gênant. Hein. Michael a une idée visionnaire à laquelle personne ne va croire pendant des années. Il va racheter les droits de Batman pour le cinéma et produire la première adaptation digne de ce nom du Chevalier Noir sur grand écran. So if anyone wonders how a kid in his 20s was able to buy the rights to Batman to make into movies, the very unglamorous answer is nobody else on the planet Earth showed up. Nobody else wanted it. Michael va s'associer à Benjamin Melniker, un gars qui avait commencé sa carrière en 1939 chez MGM et qui avait donc pas mal d'expérience dans l'industrie du cinéma. Et pendant 6 mois, les deux vont négocier un deal avec DC Comics. Une fois qu'ils auront acheté les droits avec de l'argent qu'ils auront emprunté à de la famille, à des amis, ils vont créer Batfilm Productions et se mettre à la recherche d'un studio pour financer le film Batman. Sauf que ça va être très compliqué. Aucun studio n'est intéressé. À l'époque, le seul super-héros qui a bien marché au cinéma, c'est Superman. Et personne ne voit le potentiel dans un film Batman. Pourtant, Michael a plein d'idées pour le projet et pour rendre son personnage crédible. En tombant par hasard sur la tête de Jack Nicholson dans un article qui parle de Shining dans le New York Post, Michael va griffonner un petit dessin et se rendre compte qu'il vient de trouver son Joker idéal. Leur recherche de studio va prendre des mois, mais un jour, il toque à la porte de John Peters et Peter Guber. Et c'est à ce moment-là que Michael et Ben vont faire un pacte avec le diable. Tell me something, my friend. You ever dance with the devil in the pale moonlight? Bah oui, parce que comme avec Batman, un bon héros n'est rien sans un antagoniste à sa hauteur. John Peters est quelqu'un de très particulier, pour le dire gentiment. Bon, en vrai, je vais pas y passer par 4 chemins, ce mec est complètement fou. Vous avez qu'à faire une simple recherche Google de son nom et vous tomberez sur plein d'articles et plein de témoignages à propos de toutes les merdes que ce type a fait dans sa carrière. John Peters, c'est quelqu'un de bien connu à Hollywood, et pas forcément pour les bonnes raisons. Il a toujours été obsédé par l'argent et la réussite depuis son adolescence. Ce gars a un parcours très particulier. À l'origine, il était coiffeur pour stars, et il a réussi à devenir à une certaine époque l'une des
personnes les plus puissantes d'Hollywood. C'est sa rencontre avec Barbara Streisand, avec qui il aura une longue relation, qui va lui permettre de passer de coiffeur à producteur. Le tout premier film qu'il va produire est un film complètement narcissique et auto-centré sur sa relation avec Streisand, le remake de A Star is Born. Déjà, pendant toute la production du film, l'équipe technique va avoir un petit aperçu des méthodes de travail peu conventionnelles de Jon Peters. Insultes, menaces, violences psychologiques et parfois physiques, enfin bref, une personne adorable. Le truc c'est que A Star is Born, comme beaucoup de projets qu'il va produire par la suite, rapporte énormément d'argent au studio qui finance le film. Mais la carrière et la vie de Jon Peters prend un tournant décisif au moment de sa rencontre avec Peter Guber, un autre producteur qui bossait avant chez Columbia et qui s'est fait virer par David Begelman. Si vous voyez pas qui est David Begelman, je vous recommande de regarder cette vidéo, je pense que ça va vous intéresser. Entre les deux, c'est l'amour fou. Ils sont tous les deux obsédés par l'argent, ils ont un excellent sens du marketing et du business, et ils se débrouillent super bien pour embaucher des gens très talentueux pour réaliser leurs films et s'attribuer derrière tous les mérites de leur réussite. Et ensemble, ils vont diriger la boîte de prod Polygram Pictures à la fin des années 70. Et leur but à Polygram, ça va pas être du tout de faire de bons films ou de films qui fonctionnent bien au box-office. En fait, ils touchent chacun 375 000 $ pour chaque film qu'ils produisent. Donc leur but, ça va être seulement de produire un maximum de films. Jon Peters aurait même confié une fois à son assistante, peu importe si les films font de l'argent, nous, on se fait une fortune. Et évidemment, Jon Peters est toujours aussi ingérable. Il a déjà arraché la chemise d'un cadre lors d'une réunion parce qu'il était juste pas d'accord avec lui. Bref, Michael Uslan et Benjamin Melnicker signent donc un deal en 1979 avec Peter Guber et Jon Peters pour produire le film Batman. Dans le contrat, Peters et Guber promettent de tout partager avec Uslan et Melnicker. Les noms génériques, les profits, le contrôle créatif, tout sera partagé. Ça s'annonce donc très bien pour eux. Mais au bout d'un certain temps, les nouvelles se font de moins en moins fréquentes. Jon Peters et Peter Guber ont la fâcheuse tendance d'abandonner les projets sur lesquels ils travaillent pour en commencer de nouveau. Mais il y a un autre petit problème, c'est que Peters et Guber, ils se sont barrés de Polygram Pictures. Polygram a décidé d'arrêter sa filiale de production de films après avoir perdu plus de 80 millions dedans et n'avoir fait que des fours au box-office. Mais Jon Peters et Peter Guber ne quittent pas Polygram les mains vides. Ils embarquent avec eux tous les projets sur lesquels ils étaient en train de bosser, y compris Batman. En 82, ils créent donc la Guber Peters Company, avec laquelle ils vont bientôt trouver refuge chez Warner Bros, qui veut bien produire tous leurs nouveaux projets et qui est très intéressé par Batman. Mais ça veut pas du tout dire que le film va être mis en chantier tout de suite. Michael Uslan va encore devoir attendre 6 longues années avant que sa version de Batman au cinéma ne se concrétise. Parce qu'en 1986, l'auteur Frank Miller va publier ses comics The Dark Knight Returns, qui vont être un méga succès, remettre Batman sur le devant de la scène et introduire une version plus sombre du personnage au grand public. C'est en partie cet engouement autour de The Dark Knight Returns qui va pousser Warner à relancer leur projet de film, et en 1988, la production de Batman commence enfin. Pendant presque 10 ans, Michael et Ben se sont fait mettre à l'écart du projet par Guber et Peters, et aussi par Warner. Ils vont perdre toute implication artistique, personne ne va leur demander leur avis sur quoi que ce soit, et le projet qu'ils ont porté pendant si longtemps va un peu se concrétiser sans eux. Et c'est terrible pour Michael, parce que Batman, c'est son bébé quoi. En plus, Warner va utiliser ses idées pour le film, notamment le choix de Jack Nicholson pour interpréter le Joker, mais pour le choix du réalisateur, c'est Warner qui va décider d'embaucher un jeune réalisateur qui vient de réaliser son premier film, Tim Burton. Lorsque Beetlejuice sort au cinéma en 1988, les premières recettes du film au box-office sont plutôt bonnes. Warner donne donc son feu vert pour Batman, et la pré-production du film commence officiellement en avril 1988. Burton veut faire de Batman un personnage sombre et dépressif, une idée qui ne va pas trop plaire à Jon Peters, qui veut surtout que Bruce Wayne soit montré comme un gros BG charismatique qui gère de la meuf, avec notamment le personnage de Vicky Vale. Vicky Vale qui devait à l'origine être interprétée par Sean Young, mais l'actrice s'est cassé le bras dans un accident de cheval peu avant le début du tournage. Il fallut donc trouver une remplaçante, et le choix se porta rapidement sur Michelle Pfeiffer. Et là, attention parce qu'on va rentrer dans la partie gossip, Michael Keaton, l'interprète de Batman, venait de sortir d'une relation amoureuse avec Pfeiffer. Il refusa donc de jouer avec elle. Bon, après elle jouera évidemment Catwoman dans la suite Batman Returns. Il fallut donc encore trouver une actrice en urgence, et Jon Peters choisit Kim Basinger. Et la partie gossip n'est pas terminée, puisque Peters aura une relation amoureuse passionnelle avec Basinger sur le tournage. Il demandera à Burton de changer le script pour lui offrir plus de dialogue, et il le poussera à réaliser beaucoup de gros plans de Kim Basinger. L'histoire la plus folle, c'est quand il a demandé à un décorateur du film pendant les fêtes de Noël d'aller décorer la chambre d'hôtel de Basinger avec des décos de Noël. Évidemment, tout ça aux frais de la production. Pour Burton, c'est assez difficile à gérer. Peters est constamment sur le plateau, il a son mot à dire sur tout, ça va être électrique entre les deux hommes sur le tournage. Et Michael Uslan dans tout ça, il sera tenu pas mal à l'écart du tournage. Il sera bien présent dans les studios de Pinewood en Angleterre pendant quelques jours, mais il paraîtrait que Jon Peters l'aurait dégagé du plateau en l'insultant. J'ai pas pu vérifier cette information à 100%,
100%, mais après tous les autres trucs que je vous ai racontés sur Jon Peters, ça me paraît pas invraisemblable quoi. Si on peut quand même accorder un truc à Jon Peters, c'est qu'il a été un élément majeur de la campagne marketing du film. Cette affiche emblématique, c'est un peu grâce à lui qu'on l'a eu. Au départ, les affiches proposées pour le film étaient très classiques. Peters a donc demandé au designer du film, Anton Furst, de créer un logo. Furst a donc créé cet incroyable logo, et l'idée de Peters, c'est d'en faire une affiche sans aucun nom, avec seulement la date de sortie. Pas de Jack Nicholson, pas de Michael Keaton, et pas de titre. Il s'est battu avec Warner pour que son idée soit appliquée, et Warner a fini par lâcher. Cette campagne marketing a hyper bien fonctionné. Le mystère du poster a vraiment intrigué le public, et en plus ce logo, ils ont pu le foutre sur tous les produits dérivés possibles, qui devenaient alors hyper reconnaissables. Un truc pour les pigeons quoi. Quand Batman sort au cinéma, le film explose tout sur son passage. C'est un succès de malade. Il se classera à la 5e place des plus gros succès au box-office de l'histoire à son époque. Jon Peters va évidemment en profiter pour s'attribuer tous les mérites de la réussite du film, mais Michael Uslan et Ben Melniker, ils se sont bien fait niquer au final. Ils se sont quand même fait déposséder de leur film. Et vous allez voir que c'est pas fini, parce que c'est pas la dernière fois qu'ils vont se faire douiller. Je vais maintenant vous raconter la plus grosse fraude d'Hollywood. C'est un truc très grave dont vous n'êtes peut-être pas au courant. Comme je vous le disais, Batman fera un carton au box-office. Et si on compte tout le merchandising et les produits dérivés, en quelques années, le film rapportera à Warner près de 2 milliards de dollars. C'est l'un des films les plus fructueux que Warner n'ait jamais produit. Et donc vous pouvez imaginer la surprise de Michael Uslan et de Ben Melniker quand ils se rendirent compte qu'ils ne toucheraient pas un centime des bénéfices du film. En fait, il est là le nœud du problème. Le mot bénéfice. Dans le contrat qu'ils avaient signé avec Goober et Peters, il était stipulé que Michael et Ben toucheraient 13% des bénéfices nets du film. Le problème, c'est que Warner annonce officiellement qu'ils n'ont pas fait de bénéfices avec Batman. Oui, alors qu'on l'a vu il y a 2 secondes, le film a rapporté une montagne de thunes. Si on parle uniquement du film, sans compter les produits dérivés, Batman a rapporté à Warner plus de 400 millions de dollars, pour un budget de 48. Ça fait 352 millions de bénéfices. Bon, évidemment, il faut enlever à ça les coûts liés au marketing, mais quand même, il reste de l'argent sur ces 352 millions. Warner a même annoncé que le film leur a fait perdre 35,8 millions de dollars. Comment c'est possible? Où est passé cet argent? Eh ben la réponse, elle est très simple. C'est une énorme arnaque. Je vous explique. Le Hollywood Accounting, c'est une pratique qui pour les studios de cinéma consiste à mentir et à dire qu'ils n'ont pas gagné d'argent sur un film, ce qui leur permet de ne pas payer d'impôts ou de droits d'auteur sur leurs bénéfices nets. Ou alors, comme c'est le cas avec Uslan et Melniker, de ne pas honorer certains termes d'un contrat. Comment ça fonctionne? Vous allez voir, c'est hyper simple. D'abord, il faut qu'on fasse la différence entre bénéfices nets et bénéfices bruts. Si on reprend l'exemple de Batman, le film a coûté 50 millions et on a rapporté 400. Il reste donc 350 millions. Ça, c'est donc le bénéfice brut. Mais si on prend en compte les dépenses liées au film, par exemple la campagne marketing, disons au hasard 100 millions de dollars, là on obtient le bénéfice net, 250 millions. Pour faire croire qu'ils n'avaient pas gagné d'argent avec Batman, Warner a dispatché de l'argent à droite à gauche à ses différentes filiales, ils ont gonflé artificiellement les dépenses du film. Comme ça, sans bénéfice net, y a pas d'impôt à payer, et en plus, ils peuvent zapper les 13% qu'ils doivent à Uslan et Melniker. Ils s'en foutent de dépenser de l'argent à droite à gauche, l'argent reste au final au sein de la même entreprise, Warner. Là voilà la plus grosse fraude d'Hollywood. Et c'est une pratique qui est hyper fréquente. En 2002, Stanley fait un procès à Sony pour le film Spider-Man, parce qu'il est censé toucher 10% des bénéfices nets des adaptations du personnage. Budget 140 millions, box-office 800 millions, et pourtant le studio annonce 0 bénéfice. 2007, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, budget 150 millions, box-office 940 millions, perte pour le studio 167 millions. 2018, Bohemian Rhapsody, 55 millions de budget, box-office 911 millions, perte pour le studio 51 millions, et la liste n'en finit pas. C'est toujours un truc complètement d'actualité. C'est dingue, c'est une énorme fraude qui dure depuis des décennies. On avait d'ailleurs déjà abordé le sujet dans cette vidéo sur Mad Max Fury Road si ça vous intéresse. Michael Uslan et Ben Melniker vont donc porter plainte contre Warner pour avoir été mis de côté pendant la production et pour réclamer leur pourcentage. Ils réclament 8 millions à Jon Peters et à Peter Goober et approximativement 8 autres millions à Warner Bros. Mais malheureusement, ils vont perdre ce procès sans réussir à prouver que les comptes de Batman étaient falsifiés. Bref, c'est hyper frustrant. Tout le monde s'est fait énormément d'argent sur le film. Warner Bros, Peter Goober, Jon Peters, même Jack Nicholson a touché plus de 60 millions de dollars. La raison? C'est que lui, il avait un pourcentage sur les bénéfices bruts du film. Et en plus, il a touché beaucoup d'argent grâce au merchandising. Voilà, ils se sont fait niquer jusqu'au bout. Et c'est triste. C'est un peu déprimant comme fin d'histoire. Ok, je vais essayer de faire une fin un petit peu plus positive.
Michael Uslan nous a fait redécouvrir Batman. C'est en grande partie grâce à lui qu'on a pu profiter de cette version sombre du personnage qu'on aime tant sur grand écran. Michael ne sera jamais vraiment à des postes de direction ou de prise de décision créative, mais il sera crédité comme producteur sur tous les films Batman, du plus gros blockbuster de Zack Snyder au plus petit film d'animation direct to vidéo. Avec près de 50 films affiliés à la franchise Batman qui sont sortis depuis 89, je pense que le petit investissement qu'il a fait quand il avait la vingtaine s'est bien rentabilisé. De son propre aveu, les deux seuls films qu'il regarde dans sa carrière sont Batman et Robin et Batman Forever. Aujourd'hui, il possède toujours les droits sur la franchise Batman et comme je vous ai dit, il est crédité dans tous les films. Donc oubliez pas d'ouvrir l'œil quand vous irez voir The Batman au cinéma. John Peters s'est quant à lui écarté de la franchise Batman, mais il a récupéré les droits sur le personnage de Superman. Après le projet avorté Superman Lives, qui devait être réalisé par Tim Burton dans les années 90 avec Nicolas Cage dans le rôle titre, il réussira à mettre sur pied le mal-aimé Superman Returns. Lorsque 7 ans plus tard, Man of Steel sera mis en production, il ne s'occupera absolument pas du projet, mais il touchera un bon gros chèque de 80 millions de dollars. Tout ça sans rien faire. Et c'est aussi ce qui s'est passé sur le remake de A Star is Born en 2018. Il ne fera pas du tout partie de l'équipe, mais par contre, il touchera beaucoup d'argent. En vrai, il y a énormément d'autres histoires sur John Peters, notamment une en particulier que j'ai très envie de partager avec vous. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur lui. Mais franchement, je sais pas du tout qui est le pire entre John Peters et la personne dont je parle dans cette vidéo, l'homme le plus détesté d'Hollywood. La vidéo qui devait sortir la semaine prochaine a été décalée parce que j'ai eu un petit souci avec la police du Minnesota. Ce n'est pas une blague. Je vous expliquerai tout ça en détail en temps voulu. Ce sera pas la prochaine vidéo, mais elle va arriver très bientôt. Donc abonnez-vous pour pas la rater parce que ça va être complètement ouf. Et donc on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.